Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette première conférence. Donc pour introduire, cette année Belastock a décidé de travailler sur la construction en terre. Patrice Dehomme, qui est l'un des fondateurs de Cratère, va nous accompagner. Il est le parrain de l'événement qui aura lieu en juillet prochain. Ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture, on va dire, des 3 conférences qui vont avoir lieu pendant le mois de mars. Donc, je vous remercie d'être là ce soir. Patrice va les présenter plus en détail. La deuxième conférence aura lieu mercredi prochain. Et enfin, la dernière, le mercredi 15 mars. Vous avez normalement eu les dépliants qui vont vous expliquer un petit peu ce qui va se raconter sur l'ensemble de ces comptes. Le dernier événement, c'est le vendredi 24 mars. C'est important, cette date, c'est le soir où on va lancer les inscriptions. Et donc vous pourrez, on expliquera lors de la soirée quelles vont être les règles du jeu pour l'événement qui aura lieu du 13 au 16 juillet. Et donc je vous invite à être là pour ceux qui voudraient participer à la mi-juillet à l'événement Belastock. Peut-être petit rappel pour ceux qui n'ont jamais fait de Belastock. L'idée c'est que vous avez 4 jours. Vous arrivez le premier jour, vous avez des kits de matériaux par équipe. Vous devez réaliser une construction à échelle 1 et vivre dans cette construction pendant les 4 jours. Le deuxième jour est plus destiné à travailler sur tout ce qui est espace collectif et bosser un peu sur l'espace public. Et le troisième jour, on a la visite du public. Et donc là, vous accueillez du grand public et vous leur expliquez un petit peu ce que vous avez construit, les enjeux de la construction terre, ce que vous allez apprendre ce soir et pendant ces 3 conférences. Et le dernier jour, tous les matériaux repartent dans leur cycle normal. Donc là, en l'occurrence, peut-être que la terre, elle repartira tout simplement au sol. On n'a pas encore déterminé les lignes du projet, mais en tout cas, le 24 mars à 20h, on vous livrera tout ce qu'on aura nous appris pendant ce mois-là et comment sera monté l'événement. Vous avez vu dans l'entrée, il y a l'exposition Terre de Paris. Paul-Emmanuel Loiret vous la présentera plus en détail puisque c'est lui qui était un des commissaires, donc le pavillon a eu la gentillesse de nous le prêter. Donc maintenant, Belastock fait aussi du réemploi d'exposition. Je vous invite à la regarder tout à l'heure quand on sortira des conférences. Et enfin, donc, les dates importantes dont il faut vous souvenir pour ceux qui veulent venir. Ça se passera du 13 au 16 juillet. Et donc on a eu la confirmation hier matin qu'on pouvait faire l'événement sur le site de l'île Saint-Denis. Et pour vous expliquer rapidement le cadre du projet à l'île Saint-Denis, il y a un écoquartier qui est en train de se construire. Ils sont en train d'excaver des terres pour pouvoir faire les fondations. Et nous, le but du jeu, ça va être de transformer ces terres excavées en matériaux à construire et matériaux mis à disposition de ceux qui participeront à la construction le 16 juillet. Pour nous suivre et suivre toutes les infos, je vous invite à liker la page de Belastock sur Facebook. Donc c'est là où l'info est le plus à jour, on va dire. Et sur le site web, bien évidemment, vous trouverez l'ensemble des informations. Du coup, Patrice, je vais te laisser prendre la main pour la suite. Merci. Bonjour. Silence. Posez vos 2 mains sur la table. Les 2 mains sur la table. Plus de crayon, plus rien, pas de notes. Voilà. 2 mains sur la table. À plat. C'est un exercice qui dure 2 heures. Fermez les yeux. Ferme tes yeux. Ne regarde pas. Fermez vos yeux. Écoutez le silence de l'espace. Concentrez-vous. Les 5 sens. Vous pouvez rire.
1 heure après. Je peux? Voilà, 1 heure. Alors maintenant que vous êtes bien concentrés, vous allez écouter le silence de l'amphi, le silence de Paris. On va faire un exercice sur la voix pour vous réveiller. Donc vous allez crier à 3. Vous allez crier très fort. À 3. 1, 2, 3. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Il faut respirer. Gonfler les poumons et ensuite on commence. Plus fort, plus longtemps. 1, 2, 3. C'est bon, vous pouvez tous sortir. Voilà, ça réveille un peu. Alors, justement, l'applaudissement, c'est quelque chose d'intéressant parce que finalement, les mains étaient posées sur la table, puis vous les avez sorties, et du coup, applaudi, donc vous avez fait un mouvement avec les mains. Donc on va continuer avec les mains, on va lever les deux mains, les deux bras, et on va bouger les doigts de la main. Tout le monde, les doigts de la main. C'est vous qui les commandez, d'accord? Allez, c'est pas moi qui commande, c'est vous. Un petit cri en même temps, 1, 2, 3. Voilà, maintenant avec ces mains, puisqu'on est à la terre, vous allez prendre, vous allez vous baisser, vous allez prendre de la terre. Vous prenez de la terre, voilà, dans vos mains. Sentez la terre, sentez la terre. Ça tombe là. Prenez malaxez là la terre. Malaxez. Malaxez la terre. Pressez la terre. Et vous faites quoi? Et vous avez fait une brique. Bravo. Super. Voilà. Je demandais aux 4 intervenants de se présenter très rapidement. Vous avez 3 secondes. Vous présenter. Bonsoir, je m'appelle François Présidicou, je suis directeur commercial d'une entreprise qui s'appelle Iprema et je vous présenterai un peu des solutions de recyclage de terre, plus en travaux publics, mais voilà, pour montrer qu'on arrive déjà à faire des choses avec les terres. Voilà. Bonsoir, Paul-Emmanuel Douarnet, je suis architecte praticien, donc une agence à Paris qui s'appelle Joli Douarnet. Je suis aussi enseignant à l'école d'architecture de Grenoble, avec ce monsieur qui nous a quittés, le professeur Delotte, et je suis aussi chercheur au laboratoire de Cratère. Bonsoir, je suis ingénieur et docteur terre, et je travaille à la fois au Cratère où je m'occupe de l'équipe matériaux et à Amaco, aux grands ateliers, je suis directeur pédagogique et scientifique de ce projet qui travaille sur la science de la matière pour l'architecture. Bonsoir, Olivier Dupont, architecte PLG, mais j'ai dérivé assez vite vers les industries de la construction, en étant vers zinc laminé, et puis depuis 13 ans au Centre technique de matériaux naturels de construction pour travailler sur la terre cuite et aussi un peu sur la terre cuite. Donc c'est moi qui commence. Alors merci. Donc j'ai bien 15 minutes, donc je vais essayer d'éviter trop de temps. Les interventions suivantes. Donc, je vais d'abord vous présenter en fait mon exposé en 2 parties. Une présentation générale du CTRNC, parce que vous allez voir que dans ces missions, elles rejoignent les intérêts du développement de la terre cuite, et puis plus spécifiquement
des terres crues que l'on met au sein de ces cavités. Alors le centre technique industriel, c'est, on va dire, un organisme qui a pour objectif d'accompagner le développement des matériaux de construction, et on travaille historiquement en fait sur deux matériaux de construction, la terre cuite et la pierre naturelle de construction. Et puis depuis quelques années, on commence à travailler sur la terre cuite. Alors donc on est un organisme qui a été créé en 1948, donc je ne vais pas vous dresser toute l'histoire, mais on s'est appelé à une époque centre technique des puits élevés, donc parce qu'on travaille essentiellement sur la terre cuite, et puis on a changé de nom en 2007 pour devenir CTMT. Et actuellement, donc, on est un organisme avec 70 personnes qui travaillent sur cette forme de travail. Alors, la spécificité des centres techniques industriels, c'est que notre mode de financement a une partie, on va dire, liée à une taxe qui est prélevée sur la fabrication des matériaux, des trois grands matériaux de construction sur lesquels on travaille, donc sur la terre cuite et la pierre naturelle de construction. Et puis, on a évidemment des actions commerciales pour répondre à des besoins industriels ou d'aménagement. Alors on est structuré rapidement en trois grands services. Un service céramique qui s'occupe essentiellement du matériau de terre cuite, qui a une spécificité puisqu'il est là pour analyser les qualités des terres, donc de l'argile qui rentre à la composition de la terre cuite. Et donc c'est sur cette expertise que qu'on s'est appuyé pour développer aussi donc, le savoir-faire vis-à-vis de la terre cuite. Et puis on a également un service appelé qualité environnement qui lui, par rapport à des produits qui sont déjà industrialisés, donc il y a une démarche de vérification de la conformité de la production de ces produits, et ça se fait au travers des certifications, et donc on évite la marque en particulier sur ces différents matériaux, terre cuite et terre naturelle. Et puis donc le service que je manage, c'est donc le service produit ouvrage qui lui intervient plutôt sur la mise en œuvre des produits transformés. Donc on ne travaille pas directement sur le matériau, on travaille plutôt sur les produits et on essaie de caractériser les performances des produits mis en œuvre donc au travers d'ouvrages. Et donc on est une équipe d'une quinzaine de personnes constituée d'experts dans la thermique, l'acoustique, la mécanique tournée vers le comportement au feu, la sismique. Et donc on essaie de développer la connaissance dans le comportement en fait, des ouvrages utilisant les matériaux pour pouvoir aider finalement les industriels ou les fabricants de matériaux à améliorer les performances de leurs produits et répondre ainsi au mieux soit aux évolutions réglementaires, soit par rapport à des attentes ou des besoins nouveaux qui peuvent survenir. Alors j'ai mis des petites illustrations en partie basse. Notre centre technique fait partie d'une association qui s'appelle EVOCD, donc Matériaux Équipements de Construction Durable, qui s'est constituée autour de 4 centres techniques industriels couvrant différents matériaux. On s'éloigne un peu de la terre crue, mais je profite pour vous présenter. Donc, on a un groupement qui couvre à la fois les produits en bois, en béton, en acier, en terre cuite. Et donc, on a obtenu un label qui s'appelle le label Tremplin Carnot, qui permet d'accompagner les PME dans le développement des produits en leur apportant finalement des facilités pour financer leurs actions de développement. Donc, précédemment, CSTB était Institut Carnot et est perdu au dernier nomenclature. Alors, l'activité du CTMC, on a débuté finalement dans les années 2006-2007 réellement à s'intéresser aux matériaux, puisque finalement, un certain nombre des industriels avec lesquels on travaillait pour la terre cuite se sont mis à vouloir proposer des briques de terre crue, puisqu'ils avaient un savoir-faire, notamment dans la transformation des argiles. Bon, il s'avère qu'on ne peut pas facilement passer d'un produit destiné à être cuit à un produit qui restera cru. Donc
il y a tout un accompagnement à leur apporter pour les aider à développer des briques répondant en fait aux besoins. Donc actuellement, on travaille avec 10 PME qui fabriquent ces briques de terre crue. Et donc on a aussi développé tout un réseau de partenariats scientifiques, avec Crater bien sûr, mais aussi avec un autre laboratoire qui se trouve à Toulouse, qui s'appelle le LMDC, qui travaille aussi beaucoup en fait, sur la caractérisation des produits en terre crue. J'ai cité le NTPE aussi, qui est un acteur important dans ce domaine. Alors, les objectifs que l'on a finalement en tant que laboratoire, puisqu'en fait on développe une activité de recherche qui va soit de l'amont, très en amont sur la recherche, mais qui va aussi vers la proximité avec la mise sur le marché, au travers d'actions de normalisation ou de certification des produits. Et donc nos principaux objectifs dans le cadre des actions qu'on développe vers la terre crue portent sur la caractérisation des produits. Donc on cherche à vouloir améliorer la connaissance des performances de ces produits pour répondre finalement à des exigences d'assurabilité des ouvrages. On est dans un domaine de la construction où on doit apporter un certain nombre de garanties sur l'aptitude à l'emploi des produits et sur la durabilité des ouvrages qui sont réalisés. Et donc on a besoin de vérifier les caractéristiques des produits et leur performance. Et donc au travers de ces éléments, les premières actions qu'on a développées, c'est finalement d'essayer d'identifier quels sont les protocoles d'essai pour caractériser la performance de ces produits. Donc on s'est appuyé en fait sur un certain nombre de normes qui existent, donc, que vous voyez à l'écran, donc la norme XP 13901, qui est une norme expérimentale et qui va bientôt être révisée pour devenir une norme classique. Et puis on regarde également des normes étrangères, donc en particulier une norme DIN qui porte sur la caractérisation des produits. On essaie aussi, on ne cherche pas non plus à vouloir imposer en fait, des protocoles, donc on essaie de développer des partenariats avec d'autres laboratoires pour pouvoir finalement faire un peu une mutualisation des pratiques par rapport à ces démarches de caractérisation, et donc on échange en fait sur ces différents sujets. Donc on essaie aussi évidemment d'être en lien le plus possible avec les professionnels qui fabriquent et qui mettent en œuvre. Et donc là, en effet, on s'appuie également sur des réseaux qu'on essaie de constituer. Alors, si on rentre plus précisément dans la caractérisation, il faut travailler finalement sur une caractérisation à différentes échelles. Il faut d'abord caractériser la matière proprement dit qui va rentrer dans la composition de la brique de terre crue. Ensuite, caractériser finalement la performance du produit. Et puis, le dernier niveau d'intervention, c'est de caractériser l'ouvrage qui sera réalisé, donc en particulier caractériser les murs ou les cloisons qui seront mises en œuvre avec ces produits. Donc, on a développé tout un ensemble d'équipements qui permettent donc de faire des analyses minéralogiques, des analyses de granulométrie, des analyses chimiques, tout ça pour essayer de bien définir finalement les paramètres qui permettront d'avoir un produit qui répondra à l'usage qu'on a conduit. Au niveau du produit, c'est la même chose. En fait, ces produits sont mis en œuvre en fait, dans des environnements. Et donc, il faut pouvoir vérifier, en particulier dans des démarches de vérification de l'absorption de l'humidité du produit, si on ne va pas avoir dégonflement en fait, des parois qui seront réalisées, des produits qui sont réalisés. Donc on a toute une batterie aussi d'essais qui sont proposés aux organismes qui fabriquent des produits pour les aider à mieux définir la performance de leurs produits. Et pareil, donc on a en fait en partenariat avec d'autres laboratoires des essais à l'échelle des murs pour pouvoir mesurer des caractéristiques hydrothermiques des parois, ou également en fait simuler finalement
la performance thermique de la paroi en termes de résistance thermique. On peut aussi également faire des mesures de performance acoustique, donc d'atténuation acoustique des parois. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore, on va dire, atteint tout le niveau de connaissance qu'on peut avoir en fait sur les autres matériaux. Et donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on continue à travailler, notamment sur les aspects de résistance mécanique, donc sur les essais à la compression qu'on applique sur les briques, puisqu'en fait, à la différence d'autres matériaux comme la terre cuite ou comme la pierre, on a en fait une influence très forte sur le module de l'élément qui va être testé lors des essais de résistance à la compression. Donc là, si on veut pouvoir définir finalement des protocoles d'essai, ben on doit aussi définir des règles dimensionnelles des éléments qu'on va tester. Et puis donc également, aujourd'hui on est dans un cadre de réglementation thermique et environnementale qui devient de plus en plus importante, et donc il faut aussi définir finalement les bons protocoles pour évaluer la résistance thermique de la paroi qui sera analysée avec les matériaux. Et enfin, un des problèmes principaux aussi concernant les parois en terre crue, c'est sa bonne résistance à la présence d'eau, à l'humidité, et donc ça c'est un paramètre qui est important, notamment pour pouvoir déterminer les conditions d'exposition de la paroi, parce qu'on n'attend pas les mêmes exigences d'un mur qui sera laissé en extérieur par rapport à une cloison qui sera une cloison de partition, ou même une cloison en fait, qui serait dans une ambiance humide. Donc là, en fait, on doit définir finalement des classes de résistance par rapport aux différentes contraintes d'exposition. Donc là, en fait, sur les équipements en fait, qui permettent notamment de vérifier le retrait et le gonflement de produits, ou un exemple de bande d'essai où on dispose des capteurs finalement sur la paroi pour pouvoir mesurer en fait, les paramètres hygrothermiques de cette paroi. Alors les actualités, actuellement en fait, on travaille en fait, dans le cadre d'un projet qui est un projet ANR donc en collaboration avec d'autres laboratoires, notamment en fait pour évaluer les caractéristiques fongiques et des parois, donc notamment suivant le niveau de ventilation, quel peut être le niveau d'apparition de micro-organismes qui peuvent apparaître sur ce matériau. On est aussi membre du TCRIM, c'est un comité technique qui regroupe un grand nombre d'experts dans le domaine des essais pour les produits à base de terre cuite. Et puis on collabore actuellement donc, avec les professionnels de la région toulousaine sur l'élaboration d'un guide de mise en œuvre qui permettra donc, de mutualiser les connaissances des professionnels sur la mise en œuvre de ces produits et donc d'en délivrer un code de bonne pratique pour d'autres chantiers. Donc voilà en fait pour cette présentation rapide, j'espère que je suis dans le timing. J'ai mis en fait en bas de page Pascal Maillard qui finalement est chez nous la personne qui est vraiment experte sur le sujet des terres cuites, donc c'est un ingénieur en recherche qui est basé à Limoges. Et par rapport à toute demande, on va dire, spécifique pour un projet, pour des informations complémentaires sur le matériau, il est sage et préférable de s'adresser à lui. Merci Olivier. On va passer la parole tout de suite à François. Alors juste pour vous présenter un petit peu l'entreprise que je représente, IPREMA, et je vais aborder le sujet mais sur un côté, sur un angle un peu différent et complémentaire quand même sur la partie de ce qu'on fait déjà des terres et de la façon dont on peut les utiliser, notamment au niveau des travaux publics. Juste pour vous présenter, une PME créée il y a une vingtaine d'années, et notre métier principal, c'est le recyclage des constructions, au sens global du terme. On va réceptionner des constructions de béton, de voirie, et pour ce qui nous concerne, sur le sujet de ce soir, sur des constructions sur des déblais de terre.
ordre d'idée, on reçoit sur chacun de nos sites annuellement environ 500 000 tonnes de terre. Donc on a un gisement très important de terre qui arrive sur l'ensemble de nos sites. On fait 20 millions de chiffre d'affaires, 80 employés, et on est évidemment sur des sites ICPE, respectant toute la réglementation au niveau des activités de recyclage. Voilà comment on est répartis autour de l'île de France. Alors, j'ai mis sur cette carte les différentes implantations en bleu, et j'ai mis, je dirais accessoirement, le tracé du Grand Paris, parce que c'est un sujet qui devient pleinement d'actualité par ce gros chantier qui arrive et qui va générer des volumes très importants de terre. Donc on ceinture l'ensemble de l'île de France au niveau de nos sites de production. Bon, je viens de le dire, notre métier première, c'est effectivement de réceptionner des matériaux qui avaient une destination à partir en décharge et ne pas être utilisés, de les transformer et évidemment de les commercialiser. Et principalement quand même sur des ouvrages de technique grossière. Le sujet dont je vais parler plus précisément, c'est le groupe pavé que vous avez au milieu qui s'appelle Urbasol. Ce que vous avez là, c'est une structure de route avec l'utilisation de ce matériau-là qui est fait à base de terres inertes qu'on recycle. Et c'est une technique en fait qui est utilisée depuis de nombreuses années, mais plusieurs centaines d'années au niveau des travaux publics, puisqu'on sait depuis longtemps recycler des terres déjà en place sur des terrains. Là, la différence, c'est que ce recyclage, il est fait au niveau d'une centrale de recyclage et qu'il est fait sur un site industriel. Et qui permet effectivement d'avoir un vrai process, un vrai processus industriel sur ces matériaux. Le modèle économique sur lequel on repose, donc facture à chaque fois en fait. Tout ce qui rentre chez nous est facturé. La création de valeur, en fait, c'est au milieu, au niveau de la transformation et du recyclage de ce déchet, de cette matière première. Et puis enfin, on commercialise un matériau en sortie, sur quoi on repose. Le modèle économique d'entreprise. Comme vient de le dire l'intervenant précédent, on est également sur des produits normés, avec des fiches techniques, avec des guides d'utilisation, et donc on se doit d'appliquer certaines règles et applications de ces matériaux-là pour pouvoir être utilisés, et je dirais même en travaux publics, où les contraintes sont quand même moindres qu'au niveau d'ouvrages, au niveau de bâtiments. Il y a quand même des normes importantes qui sont demandées à ces matériaux-là. Bon, voilà, on a déjà mis en place des matériaux sur les chantiers du Grand Paris, je passe rapidement. Et l'intérêt de recycler ces terres-là, et je reviens par rapport aux implantations par rapport au chantier du Grand Paris, c'est d'éviter que ces terres partent en décharge. L'Urbasol, pour nous, a eu des solutions qui permettent de réduire la mise en décharge. C'est ce que j'ai mis, une tonne de matériaux recyclés et une tonne qui n'est pas envoyée en décharge. Alors, ça peut paraître évident ce que je dis, mais compte tenu des volumes qui sont à traiter dans les années à venir, ça va devenir fondamental. Et une des actions concrètes qui peut déjà être réalisée, c'est d'utiliser ce type de matériaux, notamment en technique routière. Est-ce qu'on peut passer le film? Ouais. Ouais, donc juste ce petit film pour que vous compreniez un peu plus concrètement le process de production et l'utilisation. Vous aviez une diapositive là, qui était très intéressante parce que vous aviez la coupe d'une route finalement.
et elle est posée sur de la terre. Et les routiers en font une construction en terre, même si c'est recyclé, parce que c'est un avantage aussi. Et c'est ceux qui connaissent le mieux la terre sans le savoir, parce qu'ils appellent ça des gardiens. Mais en fait, ils construisent en terre. C'était juste une petite remarque, une précision sur... Chaque année, près de 10 millions de tonnes de terre de démêlement partent dans des installations de stockage de déchets inertes, alors que ces terres inertes pourraient devenir des matières premières. Une directive européenne fixe à 70% le taux de déchets du BTP devant être recyclés dans les prochaines années. La société Iprema, qui met depuis longtemps le concept d'écologie industrielle au cœur des travaux publics, a ainsi créé l'Urbasol. Profitant de la proximité des centrales Iprema, dans les zones les plus urbaines d'Île-de-France, de nombreuses entreprises y déposent leurs débris de terrassement de chantier, qui doivent toutefois correspondre à un référentiel très précis pour y être acceptés. Le transport fluvial est aussi essentiel pour acheminer ces terres inertes, qu'elles viennent directement d'un chantier ou éventuellement d'une autre centrale non équipée pour ce traitement particulier, l'essentiel étant de proposer un lieu de dépôt le plus proche possible de l'activité. C'est dans une centrale comme celle-ci que ces déchets du bâtiment vont être traités et valorisés. Une halle protège ici ces dépôts des intempéries. Ces terres vont être chargées sur un scalpeur qui n'accepte que les éléments inférieurs à 100 mm. Dans un premier temps, elles reçoivent un ajout de chaux oscillant entre 1 et 2%, puis sont malaxées avec celle-ci, ce qui va permettre de neutraliser les argiles et de maîtriser la teneur en eau. Une fois sorti de cet important malaxeur, c'est enfin la phase de criblage qui va permettre de séparer les différentes tailles et d'obtenir un matériau d'une granulométrie comprise entre 0 et 20 mm, l'Urbasol. Un matériau qui peut rester stocké à l'extérieur grâce à la fine protection qui se forme naturellement à sa périphérie. Afin de vérifier les qualités d'Urbasol, sa teneur en eau est régulièrement mesurée. C'est aussi le cas pour sa teneur en sulfate. Les qualités mécaniques de ce matériau, éprouvées par de nombreux tests, lui permettent de trouver sa place dans les remblais de tranchées d'assainissement ou de réseaux secs et des couches de forme de chaussée à faible trafic. En recyclant les déchets inertes du bâtiment, en les valorisant en un matériau de qualité, sur un même site et à proximité des chantiers, réduisant ainsi les déplacements, Iprema s'inscrit pleinement dans une action de développement durable. Voilà, expliquer plus simplement par un film comment on fabrique et l'utilisation de ce matériau. Alors, pour recadrer un peu par rapport au thème de départ, alors, on reçoit plusieurs types de terre. Je disais qu'on reçoit 500 000 tonnes de terre à peu près sur nos sites, donc on a des provenances qui sont extrêmement variables. Et donc nous, on a besoin de terre limonneuse en fait pour faire ce matériau-là. Alors évidemment, sur tout ce qu'on reçoit, elles ne sont pas forcément toutes de cette nature-là, mais c'est les terres dont on a besoin. Et puis, sur une partie des terres entrantes, c'est plutôt de nature argileuse, et c'est plutôt les terres dont on a besoin, comme Emmanuel, pour la fabrication des briques. Et la difficulté sur laquelle on se retrouve confronté, c'est que, compte tenu des volumes qui arrivent, compte tenu de la multiplicité des chantiers et des terres, c'est compliqué de garantir une matière première homogène. Et c'est un peu ça, pour nous, le nœud du problème pour l'instant. Bon, vous l'avez vu sur le film, mais on est au niveau
niveau des matériaux finis sur quelque chose qui n'a rien à voir en fait. On est sur un matériau stocké en vrac là, sur la partie gauche qui pour nous est beurre d'acide, vous avez un matériau compacté et les deux natures de terre n'ont rien à voir pour nous. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Bon, je vais aller rapidement là-dessus. Voilà. Et puis, parce que ça, c'est fondamental pour comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer à mon avis dans les années à venir. Si on repart, je le disais tout à l'heure en introduction, si on reparle de l'utilisation des terres pour débris, pour matériaux techniques routières également, c'est que on se retrouve face à une grosse difficulté d'évacuation et de stockage des terres inertes. Le chantier du Grand Paris estime à plus de 50 millions de tonnes les terres qui vont se retrouver en 20 ans sur le marché. Et puis là, vous avez avec des petits points verts et roses, là où vont les terres. C'est-à-dire que si on ne les recycle pas, elles vont faire du complément de carrière ou renvoyer des décharges. Et la difficulté, c'est que ces choses-là ne sont pas extensibles. Et donc à un moment donné, si on ne trouve pas des solutions de recyclage intelligentes à ces terres-là, eh ben, je ne sais pas où. La collectivité ne sait pas où on va pouvoir stocker ces terres-là. Donc c'est un enjeu fondamental et qui est fortement poussé là, dans les années à venir. Voilà. Et puis on a également signé une convention avec la SGP, la Société du Grand Paris, pour promouvoir l'utilisation de ces matériaux-là et avoir une vraie traçabilité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce thème-là. Bon, merci. Bonsoir. Paul Emmanuel. Bonsoir, ça marche. Donc, je vais vous parler de l'exposition essentiellement que nous avions fait au pavillon national de octobre à janvier. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu, que certains d'entre vous sont venus à la conférence. Ça va être un petit peu sur le même principe, qui nous permet aussi de repositionner notre travail en fait, d'architecte dans ce contexte-là. Clairement, au départ, je suis architecte, je suis praticien, je suis diplômé de l'école d'architecture à Paris. Je construis des bâtiments et pour autant, on s'intéresse à la matière, et spécifiquement à la terre, et peut-être plus généralement matériaux naturels. Et on essaie de voir comment on peut participer à cette transformation de matière. Comme vous le savez, sûrement, l'architecture, en fait, est bien évidemment un métier de transformation de la matière. Ce que j'aime bien dire aussi à mes étudiants, c'est que souvent on peut parler de deux grands axes fondamentaux dans la question architecturale. Il y a un premier axe qui peut être celui du milieu, celui du contexte de manière générale. Et puis un deuxième axe qui est lui l'axe de transformation de la matière, c'est l'axe de la morphogénèse, qui part justement des milieux, qui part d'un contexte spécifique, local, préférablement, mais pas forcément systématiquement, jusqu'à l'artefact architectural et architectonique. Et ce double axe, en fait, est pour nous essentiel, et on essaie de travailler sur ces deux sujets en parallèle. Et en l'occurrence, cette exposition était pour nous aussi le moment de parler de ces deux axes. Dans le sens où on se pose depuis 10 ans qu'on a monté l'agence, cette question, qu'est-ce que je peux faire là où je suis comment je peux développer une architecture qui corresponde à ce milieu, à ce contexte spécifiquement. Bien sûr, ça va dans une démarche éthique qu'on a tous, architectes. Comment je fais pour aussi essayer de baisser un petit peu l'impact carbone que j'ai sur l'environnement, comment je fais pour développer une architecture qui soit à l'image en fait, des sociétés et des milieux dans lesquels elle s'inscrit. Alors la Terre de Paris s'inscrit aussi dans ce processus, c'est ici. Mais elle bénéficie de ce qu'on a appelé un alignement de planète favorable. Clairement, elle bénéficie d'une volonté politique. Aujourd'hui, on est face à une volonté politique. En tout cas, il nous paraît que c'est assez essentiel, dans le sens où cette exposition elle est initiée à la suite du concours
concours Réinventer Paris, où nous avions proposé un projet en terre, ici, développé avec le Cratère, avec Martin Grauer, qui est un constructeur autrichien. Et c'était sous cette impulsion-là, cette volonté politique de réinventer Paris, de réinventer la construction, qu'on a fait cette proposition, mais j'y reviendrai. Les autres éléments, c'est que, de cette aménagement de planète, c'est que, clairement, on bénéficie d'une histoire forte, d'une puissance sur la question de la construction en terre. On sait que la construction en terre est probablement la construction la plus ancienne de l'humanité, c'est plus de 10 millions de constructions en terre, plus de la moitié de l'humanité vit dans des bâtiments en terre. Et puis, bien sûr, en France, on bénéficie d'un certain nombre de laboratoires et de chercheurs qui ont porté cette connaissance jusqu'à un niveau qui n'existait pas avant. Effectivement, depuis une petite dizaine d'années, on connaît enfin cette matière de manière scientifique, et ça, on en parlera tout à l'heure. Et ça permet aussi d'entrevoir de nouvelles hypothèses et de nouvelles perspectives. Bien sûr, aussi dans cette aménagement de planète, il y a un élément qui est très important, qui a soulevé un petit peu tout à l'heure le directeur de Préma, c'est qu'on est face à une quantité considérable de terre aujourd'hui en Ile-de-France, et ça je vais y venir. Et cette matière, elle est disponible, elle est là, elle est gratuite, et il serait assez absurde de ne pas s'en servir. Tous ces éléments font que, pour nous, c'était le moment de développer ce sujet, et c'est ce qu'on a voulu aussi montrer avec ce projet-là. Bien sûr, on aurait bien construit, on est arrivé deuxième sur le concours Réinventer Paris, on ne construira pas, c'est pas grave, mais on voulait en faire un symbole, c'était une sorte d'acte militant, on voulait en faire un totem tellurique en terre, comme ça, dans le centre de Paris. Et en fait, on a atteint d'une certaine manière notre objectif, dans le sens où il s'agissait d'essayer d'éveiller un peu les consciences sur l'architecture en terre en Ile-de-France, qui est dans plein de régions, ça se développe déjà largement. Et grâce à ça, en fait, le pavillon national nous a commandé une exposition dans l'idée d'aller un petit peu plus loin. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la question de la ressource. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, au départ, nous, la tour en terre, on voulait la faire avec la terre du site, la terre qu'on a sous les pieds, comme on dit. Sauf qu'il s'avérait que la terre qu'on avait sous les pieds, là, dans le 13e arrondissement, n'était pas viable du tout. Et puis on s'est rendu compte qu'avec le projet du Grand Paris Express, dans les 20 ans qui viennent, 40 millions de tonnes de terre allaient être excavées en fait, des sous-sols parisiens, juste pour le Grand Paris Express. C'était une quantité phénoménale que personne ne sait quoi faire. Très clairement. Alors en fouillant un petit peu plus loin, on s'est rendu compte que c'était bien plus que ça. Et que surtout, à l'heure actuelle, la loi, via un décret de 2014, c'est tout récent, considère qu'à partir du moment où vous sortez de la terre de votre terrain et que vous essayez de la mettre ailleurs, cette terre n'est plus une ressource, est considérée comme un déchet, réglementairement. Et c'est là où la problématique pour nous était fondamentale, c'est que est-ce que c'est un déchet vraiment, est-ce que c'est une ressource? C'est ce qu'on a essayé de poser comme argumentaire, comme question dans le cadre de cette exposition. Alors, juste un petit rappel, quand on parle de déchets de chantier, il y a 3 types de déchets. Il y a les déchets non dangereux inertes, les déchets non dangereux non inertes, les plutôt végétaux, et les déchets dangereux. La terre, elle se situe dans la première catégorie. Après, dans les déchets inertes, il y a plusieurs catégories. Vous avez les terres et les matériaux naturels, les mélanges de déchets inertes, les bétons, les matériaux de démolition et les déchets bitumineux. En Ile-de-France, juste de l'Île-de-France, à l'heure actuelle, il y a 18 millions de tonnes par an de terres et matériaux inertes qui sont extraits. Sauf que, à l'horizon 2013, donc 2020, 2019, ça sera 25 millions de tonnes par an, et qu'à l'horizon 2026, voire 2030, ça sera 35 millions de tonnes par an. Et cette augmentation considérable fait qu'on va porter, là, d'ici 20 ans, la quantité de terres inertes extraites du sol à près de 400 millions de tonnes. 400 millions de tonnes, juste pour vous donner une idée, c'est un tas qui fait 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Et c'est des millions de logements potentiellement. Il y a un autre élément dans l'aménagement planning qui est très important, c'est que, en fait, grâce au tracé du Grand Paris Express, il y a eu pas loin de 5000 sondages qui ont été effectués sur toute l'île de France, et pour la première fois, on connaît beaucoup mieux et beaucoup plus précisément la nature de nos sols.
Là, vous voyez, c'est sur une gare, la gare de Villejuif, donc des gares de Grand Paris Express. Et on voit qu'il y a des strates d'argile, de marbre, etc. Et sur cette petite gare, qui fait 100 mètres par 30 mètres de large environ, c'est pas loin de 60 000 tonnes d'argile qui vont sortir d'ici 2-3 ans. Comme ça, en l'espace de quelques mois, 60 000 tonnes d'argile, c'est considérable aussi en termes de matériaux. Et ça, il y a 70 gares, comme ça, autour de Paris. Mais bien sûr, encore une fois, c'est que le Grand Paris Express, et le Grand Paris Express, comme je le disais, c'est 40 millions sur les 400 millions de tonnes. Donc c'est une ressource assez considérable. Pour vous faire un bref rappel justement sur ce qui se passe, voilà. Comment circule cette matière, c'est que bien sûr elle est creusée, comme on l'a vu, elle est excavée pour faire les parkings, les bâtiments, les tunnels, etc. Sur des chantiers à Paris et autour de Paris. Et puis, elle est envoyée dans des sites de retraitement tels que celui d'Ypréma. Il y en a tout autour de Paris. Et ça donne ça. Et c'est des quantités considérables en fait, qui sont stockées un petit peu partout. Et puis qui sont en partie retraitées, mais le plus souvent renvoyées dans des sites de stockage. Alors, ce qui est complètement paradoxal, c'est que toutes les terres en fait, qui sont renvoyées dans des sites de stockage, c'est-à-dire des comblements d'anciennes carrières, ou alors parfois même montagnes dans les anciens sites agricoles, toutes ces terres qui sont envoyées là, c'est exactement les terres dont on a besoin pour construire. Parce qu'en fait, ce sont les terres les plus argileuses. Comme on l'a vu tout à l'heure, les terres que les recycleurs savent recycler aujourd'hui sont des terres qui sont plutôt limoneuses, avec peu d'argile, qui n'ont pas forcément une bonne cohésion. Or, pour construire, on a besoin de celle-là. Et le problème, c'est que aujourd'hui, l'île de France ne sait plus où les stocker, il n'y a plus de place. Il y a de plus en plus de problématiques en fait, qui se posent autour de la question du stockage, et puis la question de la pollution et du transport pour acheminer toutes ces finances et de pouvoir voir et découvrir en fait, ces paysages qui sont construits de manière artificielle et considérés comme des décharges, alors qu'en fait, c'est une des ressources principales de la construction dans le monde, par l'histoire. Alors, à partir de là, en fait, nous, ce qu'on est allé faire, c'est que, dans le cadre de l'exposition, encore, on est allé chercher des échantillons, un peu partout. On a envoyé un mail à un collègue architecte, et puis on a demandé qui était en train de creuser. Et on est allé avec la voiture, avec des camions, chargés dans une offre des centaines, puis des tonnes de terre. Et on les a envoyés aux grands ateliers à Villefontaine. Les grands ateliers, c'est un centre d'expérimentation de construction de prototypes qui a été monté par l'école d'architecture de Grenoble en partenariat avec d'autres institutions qui existent depuis une quinzaine d'années, dans lequel on retrouve d'ailleurs le centre de recherche à Maco. Et le centre de recherche, donc piloté scientifiquement par Romain, a mis en place une batterie de tests avec l'ITER de Paris pour voir ce qu'on pouvait en faire. Et du coup, on a fait cette table que vous voyez là-bas dans l'entrée, où on montre le processus en fait, de transformation de la matière, ce que font les architectes, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire comment on peut passer, à un moment donné, d'un matériau, d'une matière, pardon, plutôt, à un matériau de construction pour l'architecture. Et c'est là où on se retrouve en tant qu'architecte, parce que du coup, on donne un sens nouveau en fait, à notre façon de concevoir. Cette table elle est organisée en plusieurs séquences. Une première séquence qui est bien sûr les échantillons que nous avions sélectionnés et que Amaco et les cratères au final ont choisi pour leurs caractéristiques. Oui, je vais parler moins fort avec ça. Une deuxième séquence qui est une séquence plus scientifique, avec une batterie de tests scientifiques qui permettent de caractériser, de comprendre un petit peu la Terre à laquelle on a affaire. Une autre séquence que vous avez vue là-bas dans les locaux, qui est une séquence de reformulation, où à partir des matériaux, des matières que l'on a, les chercheurs ont
assembler de manière à mettre au point différents mélanges, formulation pour les matériaux, et puis la séquence de matériaux à proprement parler, qui sont de plusieurs ordres. Vous allez retrouver des pisés, c'est-à-dire des murs de terre compactés, vous allez trouver des murs de terre coulés, qui utilisent la même technique en fait, que le béton coulé entre le gaufrage, sauf que là c'est de la terre, et c'est de la terre sans ciment. En fait, on a pris le parti qu'on associait lors de l'exposition de montrer, d'exposer que des prototypes non stabilisés, c'est-à-dire sans ciment ni chaud. Et puis dans ce cadre-là, voilà, les prototypes de terre coulée qui sont montrés là-bas sont des prototypes expérimentaux, nouveaux, uniques au monde, qui ont été développés par Romain et puis par le SPCI de Paris et de l'NTPE. On a des briques, on a des enduits, on a des terres allégées, etc. Et je vais conclure là-dessus, c'est que effectivement, voilà, on passe de la ressource au matériau, on passe de cette ressource-là qui est un extrait, une photo d'un extrait d'une carotte en fait, qui est prise dans le sud de Paris. C'est la carotte qu'on a exposée dans le cadre de l'exposition, où on montre à quel point en fait, une matière naturelle, laissée brute, non cuite, peut générer des matériaux fabuleux, avec des potentiels extraordinaires pour nous, architectes notamment, liés à leur matérialité. Comme j'évoquais tout à l'heure, il y a un point qui est fondamental dans les constructions en matériaux naturels, c'est leur faible impact carbone, bien sûr, c'est toute leur qualité quantitative, si j'ose dire, environnementale. Les matériaux sains, c'est des matériaux qui sont 100% recyclables, c'est des matériaux qui possèdent de l'inertie, c'est des matériaux qui régulent l'hygrométrie, en l'occurrence la terre, etc. Mais aussi qui possèdent, comme on peut, je pense, le percevoir sur ces images, aussi au-delà des questions quantitatives, des véritables qualités plus sensibles, des qualités actives de perception, mais aussi qui nous renvoient à notre sens. Ça, c'est un argument qu'on pose dans l'agence, c'est qui nous renvoie à notre condition en fait, de nature d'une certaine manière, et qui probablement, en tout cas on l'espère, on essaie de s'y projeter dans une idée d'une écologie de refondation, plutôt qu'une écologie de réparation, c'est une écologie qui retisse un lien fort avec notre environnement, plutôt que qui continue à jouer dans cette séparation en fait, entre homme et nature, qui, à notre sens, n'est plus une logique soutenable pour l'avenir. Voilà, merci. Merci. Romain, tu es prêt? Bonsoir à tous et merci tout d'abord à Benastock et puis à Patrice de nous avoir invités pour présenter tout ça. Donc moi je vais pas présenter Cratère et Armaco, ni les grands ateliers. Vous pouvez aller voir sur internet si vous ne connaissez pas, parce qu'on a un temps très limité. Moi je vais surtout parler de comment on passe de cette matière aux matériaux, et en particulier de toute cette table d'expérimentation qu'on avait fait avec Paul-Emmanuel, Serge, et puis surtout il y avait Lionel Ronsou qui est un ingénieur à Armaco Grands Ateliers, et puis Hugo Gagné qui est architecte et qui est à Cratère, et puis moi qui suis dans les deux. Voilà, donc il y a eu pas mal d'impact médiatique sur cette expo. Vous avez peut-être vu des articles à la fois dans Le Monde, Libération, etc. Et là, mon sujet, c'est comment on passe de cette ressource qui est sous nos pieds à Paris. Donc là, on voit des carottes qui ont été extraites du sous-sol parisien à tous ces matériaux qu'a montré un petit peu Paul-Emmanuel. Donc pour comprendre ça, on part d'une question toute bête, c'est comment ça tient. Comment ça tient un mur en terre? Comment c'est possible, avec une matière qui se change si facilement en goût, de faire un matériau solide, suffisamment solide pour faire un bâtiment? Donc ça, c'est une question qu'on s'est posée il y a longtemps, avec des physiciens, en particulier Henri Van Damme. Et en fait, il faut plonger dans la terre pour essayer de comprendre de quoi elle est faite. Donc ça, c'est la terre de chez nous. On voit que c'est un mélange de grains. Les plus gros, ce sont les cailloux. Après, on a les graviers. Plus petits, on a des sables.
Plus petit encore, on a des siltes, qu'on appelle aussi des limons. Alors si on les regarde en très gros plan, on voit que c'est comme des grains, c'est-à-dire cailloux, gravier, sable et siltes, c'est la même chose. C'est juste les scientifiques qui ont donné des noms différents en fonction de la taille des grains. C'est plus ou moins sphérique. Et puis ensuite, on a la fraction la plus fine de la Terre qui ressemble, mélangée à l'eau, à une boue homogène et uniforme. Et en fait, si vous pouviez la regarder, cette argile, avec un microscope électronique très puissant, vous verriez des choses qui ressemblent un peu à ça, c'est-à-dire des sortes de grains, mais très petits et plats, des plaquettes. Et ça la différencie de tous les autres grains. Le fait d'être petit et plat va leur donner des propriétés de liant. Donc la terre, l'argile, c'est le liant de la terre. Et à ce stade, c'est intéressant de faire un parallèle entre le béton et la terre. Deux matériaux complètement différents. Mais en fait, si on pose la question à un physicien, il va nous dire que finalement, c'est des matériaux qui se ressemblent. Dans le cas du béton, on a des graviers, des sables, des grains, qui sont agglomérés par un liant qui est le ciment. Et puis, on vient de voir que la terre, c'est un peu pareil. On a des grains, cailloux, graviers, sable, silt, liés par un liant naturel qui est l'argile. Et en fait, il faut savoir que béton, à l'origine, ça désigne tout matériau fait de grains aggloméré par un liant. Donc, si on était plus précis, on dirait que le béton là, qui nous entoure, c'est un béton bien spécifique, c'est le béton de ciment. Et la terre, on essaie de montrer que c'est un béton d'argile. Voilà, donc on ne construit pas qu'avec de l'argile. Si vous prenez que de l'argile, on le voit sur cette vidéo, c'est un disque d'argile humide en train de sécher en accéléré. Et on voit que l'argile, quand elle sèche, une des complexités pour le constructeur, c'est qu'elle fait beaucoup de retrait. Et donc si on prend un disque d'argile plus grand, ou une brique d'argile plus grande, on va avoir de la fissuration. Et pour éviter cette fissuration, on a absolument besoin d'un bon squelette granulaire. C'est ça qui va empêcher le matériau de fissurer. Et c'est ça qui va faire qu'on a un bon béton d'argile, un bon matériau de terre. Donc pour bien construire en terre, pour avoir un bon matériau, il nous faut un bon squelette granulaire et un bon liant, une argile qui colle bien. Donc pour comprendre tout ça, nous on a beaucoup regardé la science de ce matériau et on a regardé chaque constituant séparément, c'est-à-dire vous avez à gauche les grains, représentés ici par du sable sec, au milieu les argiles, qui est le liant, et puis l'eau, qui est vraiment un ingrédient très très important de la terre, pour beaucoup de raisons. Donc on a fait pas mal de recherches sur ce qu'on appelle la physique des grains secs, physique du tas de sable, avec les physiciens de l'ESPCI Paris. On a rajouté de l'eau pour redécouvrir la physique des grains mouillés ou physique du château de sable. Et puis on regarde aussi la physico-chimie des tout petits grains d'argile mélangés avec de l'eau. Alors quand on a un territoire comme Paris, on a toute une diversité de terres et de granulats. Donc on est parti sur 12 matériaux différents. Et en fait, chaque fois qu'on arrive sur un territoire, que ce soit à Paris ou ailleurs, on a des terres différentes. Vous avez ici un exemple de différentes terres, et vous voyez la décomposition granulaire de toutes ces terres. Chaque terre est un mélange de cailloux, gravier, sable, silt et argile en proportions différentes. Et ça va un petit peu conditionner le type de matériaux, le type de technique de construction de terre qu'on va faire avec. Alors, l'ingrédient essentiel de transformation de la terre, pour nous, c'est l'eau. C'est pas le feu, c'est l'eau. Et donc l'avantage quand on transforme une matière avec de l'eau, c'est que c'est beaucoup plus écologique. Donc dans notre jargon de construction en terre, on distingue 5 états hydriques différents du matériau de terre, de l'état sec à l'état liquide quand il y a beaucoup d'eau. Donc je vais vous les montrer. On va voir qu'à chaque fois, à cet état hydrique, correspondent certaines techniques de construction de terre. Donc par exemple, à l'état humide, la terre va être tout simplement compactée pour faire du pizza. Alors l'état humide, c'est un état où c'est presque sec, et on peut quand même faire une boule si on serre entre ses doigts, mais c'est pas malléable comme de la pâte à modeler. Si on essaie
la déformer, ça se brise. Alors le grand maître du pisé au niveau international aujourd'hui, c'est Martin Rohr. Donc je vous montre rapidement une vidéo qu'on a fait à Amaco sur l'entreprise de pisé préfabriqué de Martin Rohr, Lenton Erd, où on voit ici un énorme coffrage, un peu comme un coffrage à béton, et ça c'est comme une très grande ligne de production de pisé. Il va verser la terre à l'état humide dans ce coffrage avec des engins assez mécanisés, automatisés. Et il compacte des couches de terre de 10 cm d'épaisseur environ, avec un petit robot. Je ne sais pas si je vous montre la vidéo en entier parce que on est en temps limité. Je vais accélérer un peu. Donc ensuite, on peut décoffrer immédiatement. Dès qu'on a compacté la terre, elle est solide, on peut le décoffrer. On n'a pas besoin d'attendre 24 heures. Et Martin Rohr, lui, ce qu'il fait, l'entreprise R2, c'est qu'ils vont couper ce mur avec des disques diamants. Alors vous voyez dans la tranche, là, on voit vraiment que c'est comme un béton au niveau de l'aspect, c'est des grains collés par de l'argile. Et ensuite, ces gros blocs géants, ces briques géantes de pisé, elles vont sécher dans un entrepôt pendant plusieurs jours, plusieurs mois même. Et ensuite, elles sont assemblées directement sur le chantier avec une grue. Et elles sont maçonnées avec un mortier de terre. Donc c'est un petit peu comme de la maçonnerie de briques géantes. Alors c'est pas comme ça qu'on fait le pisé, hein. D'habitude là vraiment le pisé préfabriqué de Martin Rohr, je vous le montre parce que c'est impressionnant, mais c'est... Et après, ce qui est magique avec cette matière, c'est qu'avec de la terre, on va pouvoir effacer les joints et redonner l'aspect monolithique traditionnel du pisé. Voilà. Voilà, et puis en France, on a des gens des anciens élèves du cratère, surtout Mathilde Béguin et son frère, Nicolas, qui travaillent très très bien cette matière pour le design. Ils ont participé à l'exposition, ils font du pisé pour le mobilier, pour le design. Et donc avec cette terre de Paris, certaines, on a fait des pisés de Paris, que vous voyez ici en photo. Alors dans le même état hydrique et l'état humide, on a une autre technique de construction qui s'appelle le bloc de terre comprimé. C'est un petit peu comme du pisé en briques. Donc on utilise des presses. Donc là c'est une entreprise du sud de la France qui s'appelle Brick Technique Concept. Et ces briques sont comprimées, elles sont manipulables tout de suite, puis ensuite elles vont sécher. Voilà. Alors, autre état hydrique, quand on augmente la quantité d'eau, la terre devient plastique, c'est-à-dire malléable comme de la pâte à modeler. Et dans cet état, la technique la plus répandue au monde, c'est la brique de terre moulée, qu'on appelle traditionnellement dans beaucoup de pays l'adobe. Donc là, je vous montre aussi, ça se fait manuellement dans le monde entier, ça commence à se faire, ça se fait de manière industrielle dans pas mal de pays, en particulier en Allemagne, en Corée du Sud ou aux États-Unis. Et puis de plus en plus, ce qui va se développer, je pense, dans les années à venir, c'est la brique extrudée, c'est-à-dire c'est le même process de fabrication que la terre cuite, mais en cru. Donc ça en particulier, je pense que le CTMNC travaille beaucoup là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de producteurs de terre cuite qui
veulent passer à la brique crue. Alors toujours dans cet état hydrique et l'état plastique, on a des matériaux qu'on appelle par exemple des panneaux. Donc ça c'est une entreprise allemande qui fait ça, Cletec, et des roseaux garnis de terre plastique pour faire des panneaux qui sont l'équivalent du placoplâtre pour la terre. Une fois secs, ils peuvent être vissés sur des ossatures en bois pour différentes fonctions. Voilà. Et puis si on augmente la quantité d'eau, on arrive à l'état visqueux. L'état visqueux, c'est celui qu'on utilise. Alors la terre colle au bois, la terre colle, on devrait appeler ça l'état collant. La terre colle et on l'utilise pour ça, pour coller des briques, pour faire des mortiers par exemple. Mais aussi, dans ce même état visqueux, on fait des enduits. Là, on voit des enduits de terre, terre blanche. Et vous avez ici un grand maître japonais, un artisan qui s'appelle Naoki Kusumi, et qui venait, que Patrice a invité tous les ans au Festival Grain d'Isère en grands ateliers, organisé par Cratère. Et voilà. Ils sont très forts, les Japonais. Et la particularité des Japonais, c'est qu'ils font des enduits lissés, stuqués, on dirait en France. Et juste avec de l'argile, de la terre, un enduit fin argileux, ils arrivent à avoir une surface extrêmement lisse et brillante. Et pour l'exposition Terre de Paris, on a fait des enduits en terre de Paris. Voilà. Alors dans le même état visqueux, état hydrique visqueux, on a développé depuis quelques années une technique qui s'appelle la terre coulée. Ça se faisait pas, ou en tout cas peu. On coule la terre comme un béton. Voilà, donc on voit ici, c'est vraiment les mêmes outils que le béton, c'est de la terre. Alors c'est stabilisé dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a 3%, entre 3% et 5% de ciment. Et ça permet de faire des murs monolithiques. Et puis comme le disait Paul-Emmanuel et Serge voulaient absolument qu'il n'y ait pas de ciment du tout dans tous ces matériaux, donc on a fait des blocs de terre coulée sans ciment. Et ça c'est une recherche qui est en cours, pas à l'ENTPE, comme l'a dit Paul-Emmanuel, mais à l'INSA de Lyon, qui travaille là-dessus en ce moment. Voilà. Puis l'état liquide, c'est l'état où la terre coule. Et c'est là qu'on va utiliser plutôt des terres fines et argileuses, un peu comme celle d'Ypréma, enfin de celles avec lesquelles on a travaillé avec Ypréma. Et dans cet état-là, la terre, au lieu de coller des grains, va coller des fibres. Donc terre paille, par exemple, pour faire des matériaux légers, plus légers en tout cas. Donc pas forcément porteurs, enfin pas porteurs en général. Ou alors on peut utiliser des copeaux de bois. En fait, on peut utiliser toutes sortes d'agrégats végétaux. Aujourd'hui, on fait ça avec du chanvre, on peut faire avec des plantes invasives, etc. Et ça fait des matériaux de remplissage. Et puis ce qu'on développe aussi toujours avec ces techniques-là aujourd'hui, c'est plutôt des panneaux d'argile fibrés, on le voit, hein, c'est fortement fibré. Et alors, voilà, on va mélanger des terres fines argileuses, donc ça c'est différentes terres fines, qu'on va mélanger avec des grosses fibres, qui peuvent être de la paille, différentes, et des petites fibres qui peuvent être par exemple du papier, des microfibres naturelles, etc. Et éventuellement une armature sur chaque face. Et l'avantage des microfibres, comme on voit là, ici, c'est que ça fait des matériaux qui résistent très bien au choc. Donc ça, c'est juste une brique d'argile fibrée, enfin un panneau d'argile fibrée.
On voit l'avantage de cette microfibre qui permet d'avoir un matériau beaucoup plus résistant au choc. Voilà. Je ne sais pas si j'atteins jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Et donc on a fait aussi des panneaux d'argile de Paris, fibrés comme ça, que vous pouvez regarder sur la table. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Voilà, on était dans les recettes de cuisine. Donc pour ceux qui savent faire la cuisine, ils savent faire la telle. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire les questions. Alors, on pose les questions les plus bêtes possibles. Ça n'a pas d'importance. On les attaque. Si on a pour ça. Un maximum de bêtises, un maximum d'attaques. Même pas peur. Bonsoir. J'ai une question par rapport à la pollution des terres. Avec Paris, les terres esclavées dans le nord-est sont très polluées à cause des anciennes industries. Et vous, est-ce qu'on doit traiter ces terres avant de les remettre dans la construction? Parce que oui, et comment on fait? Et ensuite, une autre question. Vous avez parlé aussi qu'il y avait différents centres de traitement, un peu partout en Ile-de-France, et est-ce qu'il faudrait peut-être spécialiser les centres de traitement suivant les qualités des terres pour pouvoir les traiter plus facilement? Est-ce que c'est des choses qui sont en réflexion? C'est pas très méchant, ça. Je vais répondre à la première question, puis je vais passer à François pour la deuxième sur la question des pollutions, parce que c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, les terres de surface dans les industries sont souvent beaucoup polluées, mais comme vous l'avez dans le petit tableau, nous, on ne s'est pas préoccupé des terres polluées. On a pris des terres non polluées. Ça, c'est un premier cas. Et ce qu'il faut savoir, selon les estimations de la Société du Grand Paris sur ces sondages, 5000 sondages du Grand Paris, ils estiment à 10% les terres qui vont excaver comme des terres polluées, 45% à peu près des terres comme des terres inertes différents types, et 45% vont être des terres dites sulfatées du gypse. Quoi. Donc nous, on s'est focalisé sur ces 45% qui sont ni pollués ni sulfatés. Alors parfois, certains spécialistes nous ont dit, mais attention, il existe aussi des pollutions naturelles, de type pollution, mercure, etc., qui existent naturellement dans les sols. En l'occurrence, à l'heure actuelle, pour la construction, il n'existe pas de réglementation là-dessus. Et ça fait partie des défis des 5 années à venir. C'est comment on fait quand c'est pollué, quand il est pollué, pour le mettre en œuvre éventuellement, pour le nettoyer. Et ça fait partie de la vie. Et juste en complément par rapport à ce que tu viens de dire, il faut savoir aussi qu'en France, on a une particularité, c'est qu'on aime bien mettre des réglementations un peu plus contraignantes que partout en Europe, notamment sur ces problématiques-là. Et ces problématiques-là, en termes de pollution, certains de nos pays, enfin certains de nos voisins européens n'ont pas du tout les mêmes contraintes. Donc voilà, c'est un des éléments aussi qu'il faut prendre en compte. Pour répondre à la question sur la spécialisation des centres de traitement, alors pour ce qui est des réutilisations en technique routière, les professionnels maîtrisent à peu près les gisements, ils sont spécialisés, je dirais, et savent ce qu'elles peuvent recycler ou pas. C'est un peu plus compliqué, on en parlait tout à l'heure, par rapport au volume de terre qui arrive sur le site, de pouvoir qualifier le gisement par rapport à des terres qui seraient plus argileuses. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qui sont en réflexion, mais
la principale chose, là, c'est vraiment déjà de pouvoir réceptionner les terres, savoir si elles sont traitables ou pas, et quand elles le sont, pouvoir les traiter pour qu'elles puissent être recyclées. On en est là pour l'instant. On n'est pas encore au stade de la spécialisation des sites. Une autre question.